Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre série C'est quoi la diff avec un premier sujet qui va en fait traiter du chef de projet versus le Scrum Master. Donc, en guise d'introduction, on n'est pas forcément ici pour dire que l'un des rôles est meilleur que l'autre. On va juste essayer de les décrire le plus précisément possible, et essayer de parler de leurs différentes tâches, des différents soft skills aussi, et puis de voir finalement quelles sont les différences, et aussi pourquoi pas, parce qu'il y en a peut-être, des ressemblances entre ces deux rôles. Alors, déjà, je pense qu'on va commencer par des éléments de contexte. Mhm. Alors, arbitrairement, je vais commencer par chef de projet. En fait, le chef de projet prend sa nature dans ce qu'on a appelé l'approche command and control. Alors, ici, aucun jugement. C'est juste que, par nature, le cycle en V ou waterfall nécessite d'être dans une posture dite de command and control, parce que toutes les tâches que vous avez à réaliser, elles ont été identifiées, listées, et surtout elles ont été mises en perspective par rapport à une date de livraison finale qui est prédéterminée. Donc l'objectif du command and control, c'est donc de s'assurer d'arriver au bout de ce plan dans le temps imparti. Exactement. On connaît la date finale, on connaît la liste des tâches, la durée des tâches. Donc, ce qu'il faut, après, c'est contrôler l'exécution en fait du plan. De la tâche. Des plans de des l'enchaînement tâches des tâches. qui constituent le plan. Et alors que dans l'agilité, on va être radicalement à l'inverse en fait, puisque certes il y a un plan qui est plus dans le mode opérationnel, avec le côté itératif, les sprints, etc. Donc je vous renvoie à la première saison du podcast. En revanche, il n'y a pas un attendu à une date donnée. Exact. Et en fait, cette petite différence n'en est pas une de petite différence. Tout à fait. Et donc, maintenant que je vous ai posé ces éléments de contexte, ce qu'on va vous faire, c'est pour, d'un côté, le chef de projet et le Scrum Master, en fait, on va vous lister les tâches principales attendues par ces rôles et les soft skills nécessaires pour y parvenir. Raoul. On commence aussi peut-être par le chef de projet en termes de tâches, si ça te va. Parfait. Bon, si on essaie de lister les quelques principales tâches d'un chef de projet, alors c'est possible qu'on en oublie, mais l'idée c'est de bien comprendre la philosophie derrière. Comme Anthony l'a dit tout à l'heure, je le répète quand même, une des tâches principales, c'est de planifier en amont justement les tâches à réaliser pour pouvoir faire cette fameuse roadmap, ou en tout cas pouvoir faire tous les différents indicateurs qu'on peut connaître, les Gantt, pourquoi pas, enfin voilà, l'enchaînement des tâches, du chemin critique pour arriver à la solution finale, à la livraison finale, qui va nous donner, en fait, dans une échelle de temps, un plan bien précis. Évidemment, le chef de projet doit aussi faire respecter une deadline. On l'a dit tout à l'heure avec Anthony aussi, on a souvent des deadlines très fortes quand on est en mode cycle en V, donc quand on a un chef de projet, disons, classique, il faut être sûr qu'on ne dérive pas. Il y a évidemment une grosse partie de suivi des risques. Vous imaginez bien, quand on a des impératifs aussi importants, on va très fortement suivre les risques et essayer de les régler le plus rapidement possible. Il y a évidemment une partie budget aussi, suivi budgétaire, parce que toutes les tâches doivent être faites par un certain nombre de personnes, ça coûte de l'argent, et le chef de projet a aussi cette casquette-là de suivi budgétaire. Évidemment, on parlait, quand on disait tout à l'heure command and control, on parlait aussi de la partie contrôler l'exécution des tâches. Et contrôler l'exécution des tâches d'un point de vue qualité, oui, mais surtout dans un point de vue temps imparti. Encore une fois, pour être sûr qu'on est bien sur notre plan et qu'on ne dérive pas du plan et qu'on ne risque pas de livrer, entre guillemets, tardivement. Tout ça dans un but global de contrôler l'exécution du plan. L'exécution de la roadmap ou du plan, on peut mettre le mot qu'on veut. Mais voilà, ça fait partie des tâches principales d'un chef de projet dans une vue macro, dirons-nous.
Et alors, ce qui est dingue, parce que je vais passer au Scrum Master, c'est que je vais être plus rapide, vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est que les tâches principales du Scrum Master sont de planifier en amont des tâches à réaliser, c'est faire respecter une et des deadlines, c'est suivre des risques. Il y a aussi une approche de suivi budgétaire. Alors c'est plus en théorie parce que dans la pratique, c'est pas exactement ça. C'est contrôler l'exécution du plan. Et une approche qui est un peu différente, là c'est aider et non pas contrôler à ce que les tâches soient bien exécutées dans un temps imparti. Donc en fait, quand je vous dis ça, c'est à 95%, les tâches sont les mêmes. Donc ça peut expliquer aussi la confusion qu'on peut avoir entre chef de projet et Scrum. Souvent on dit que le Scrum c'est le nouveau chef de projet en fait, c'est l'évolution l'évolution du métier. Mais en fait, même si le fait de lister les tâches c'est les mêmes, en fait dans la pratique, elles ne se vivent pas, elles ne s'incarnent pas du tout de la même manière. La première dimension, c'est celle liée au temps. Parce que quand on vous dit qu'un chef de projet planifie en amont les tâches et fait respecter une deadline, c'est sur un projet qui va durer des mois, voire des années. Alors que quand on dit que le Scrum Master planifie et fait respecter une deadline, on est dans le cadre d'un sprint. Pour ceux qui font de l'agilité à l'échelle, éventuellement un PI, donc un programme incrément qui est plus sur une période de 3 mois. Donc déjà, l'espace-temps n'est pas du tout le même. Ça veut dire que tout ce qui en découle, suivi des risques, budget, etc., en fait, ne se fait pas du tout de la même manière. Et enfin, l'autre grosse différence, c'est la responsabilité. En quoi c'est complètement différent? C'est que quand vous êtes dans du waterfall avec un chef de projet, le chef de projet est responsable de la bonne exécution de ce plan au sens large. C'est-à-dire s'il y a une erreur, un délai, un retard, le responsable, en gros la tête qui peut sauter entre guillemets, même si dans les faits c'est pas ça, c'est le chef de projet qui est en danger. Alors que dans l'agilité, le Scrum Master n'est pas le responsable, c'est l'équipe qui est responsable. Le rôle du Scrum Master, c'est d'aider l'équipe, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'équipe à accomplir, à atteindre le résultat qui est fixé. Exactement, c'est vraiment des différences très importantes qu'il faut être capable de comprendre pour bien différencier ces deux rôles, qui ont des tâches assez similaires, mais sur des périmètres, un espace-temps et une responsabilité bien différentes. Du coup, pour être un peu cohérent avec ce que tu viens de dire, Anthony, je te propose moi de parler plutôt des soft skills, d'abord du Scrum Master, puis peut-être qu'on pourra revenir sur celle du chef de projet, si ça te dérange pas. Donc, bon, ça va pas forcément surprendre beaucoup d'auditeurs, mais une des principales compétences d'un bon Scrum Master, ça va être d'être, on va dire, capable de faire preuve de compétences autour des sciences de l'humain. Encore une fois, on vous l'a dit, hein, le thème cette saison, c'est de centrer tout autour de l'humain. On est à fond dans le thème. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'un Scrum Master, c'est avant tout un coach. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va aider l'équipe à faire, qui va aider l'équipe à prendre des décisions, qui va aider l'équipe à résoudre les conflits, les soucis. C'est aussi un facilitateur. Encore une fois, on est sur une science de l'humain. Il va faciliter le travail, mais aussi les relations humaines au sein de l'équipe et entre les équipes et au niveau du projet, du programme. Il doit avoir une capacité très, très, très forte à analyser le non-verbal. On va beaucoup parler d'intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre et influencer ses propres émotions et celles des autres, en fait. Et ça, c'est très important aujourd'hui sur un rôle de Scrum Master. Évidemment, il faut être un bon communicant, ça va de soi, hein. Et il faut être ce qu'on appelle un servant leader. Un servant leader, c'est quoi? C'est un leader qui n'a pas peur de se mettre au service de l'équipe. Alors évidemment, on peut avoir l'image de quelqu'un qui est juste là pour servir le café, faire les photocopies. C'est pas que ça peut être ça. Mais le servant leader, c'est plutôt, on va dire, le leader qui, au lieu d'être derrière l'équipe, de la fouetter pour qu'elle avance, c'est l'équipe qui est devant l'équipe, qui tire, qui montre l'exemple et qui aide en fait l'équipe à avancer vers son but. Bon, enfin, pour terminer, évidemment, il faut des compétences d'organisation, mais ça,
Je pense que ça va pour le rôle de chef de projet, de Scrum Master et beaucoup d'autres rôles avec lesquels on collabore nous au quotidien. Il faut savoir créer de la confiance. C'est très important. Beaucoup de confiance envers l'équipe. C'est-à-dire que la relation Scrum Master équipe, cet aspect de protection d'équipe va être très très importante. On va pas être du tout dans une relation de puissance ou de pouvoir entre le Scrum et l'équipe. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, ça va être le fait d'être capable d'aider l'équipe à prendre des décisions et non pas savoir prendre des décisions à la place de l'équipe. Encore une fois, on en revient aux aspects de coach. Du coup, je vais continuer sur le chef de projet. Ouais. Donc effectivement, il y a aussi un soft skill qui est essentiel, c'est l'organisation. Je ne vais pas y revenir en détail. Là, dans ce cas-là, on va pas se trouver face à un servant leader, mais plutôt sur un manager au sens supérieur hiérarchique. Donc, ce qui est complètement différent. Évidemment, le chef de projet doit savoir communiquer. Il doit savoir, lui, prendre des décisions, et non pas aider l'équipe à prendre des décisions. Et il doit savoir, évidemment, résoudre les conflits, parce qu'il y a aussi des conflits, évidemment, en waterfall. Et aussi, une des dernières grosses différences, c'est que on vous parlait de savoir créer de la confiance. Pour le Scrum Master, c'était envers l'équipe. Dans le cas du waterfall, c'est plus envers la hiérarchie. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de réunions dites ascendantes dans les cycles en V. Donc, c'est des réunions au cours de laquelle le chef de projet va faire un peu un état des lieux, des risques et des avancées auprès des supérieurs hiérarchiques et des sponsors. Ça veut dire que tout le travail du chef de projet est fait pour rassurer finalement sur l'exécution du plan auprès de ceux qui l'ont commandé. Donc ces différences sont quand même ultra importantes. Alors là, on peut faire le parallèle par rapport aux listes des tâches de ces deux rôles. Finalement, si on liste, on va dire qu'à doigt mouillé, on est à 60-70% de soft skills qui, dans les intitulés, sont les mêmes, mais dans l'incarnation, vont être complètement différents. Et en fait, parce que... Ouais, vas-y. Non, mais excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est important là de dire ça. Ça tombe bien parce qu'en fait, quand on parle d'agilité, on parle de mindset. Donc, effectivement, les soft skills, les tâches sont très, 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 très proches. Sauf que, c'est quoi la différence? C'est quoi la diff? C'est le mindset. Enfin, principalement le mindset. Là, j'arrive avec mes grosses bottes, hein, mais honnêtement, beaucoup de choses se jouent là-dessus. Sachant que là, quand tu dis ça, tu juges pas le mindset. Tu dis juste qu'il est différent. Il est différent et en fait, on adopte un mindset différent parce qu'on évolue dans un contexte différent. Principalement un contexte très cadré, très challengeant en termes de dates et de deadline, versus un contexte vers lequel on a besoin d'être beaucoup plus innovant, on a besoin d'expérimenter, et pour ça, on a besoin de flexibilité. Et j'utilise flexibilité, pas agilité exprès. Et encore une fois, les deux contextes existent, les deux contextes ont leurs avantages, leurs inconvénients. Il faut simplement savoir que si on est dans un contexte A versus un contexte B, il faudra choisir le bon comportement et le bon mindset. Et encore une fois, le comportement et le mindset, command and control, très chef de projet, etc., il est excellent pour répondre à certains besoins. Le mindset agile, il est aussi excellent, mais pour d'autres besoins. Il faut être capable de faire cette distinction-là. Yes. Alors, du coup, c'était pas prévu, mais si on fait une sorte de takeaway de coup de bambou sur ce premier épisode, en fait, c'est pas vraiment un takeaway positif que je vais vous donner, mais un truc qui est super intéressant, parce que moi, en tant que coach Scrum notamment, je suis confronté à ça. C'est tout à l'heure quand Benoît vous parlait des soft skills d'un Scrum Master. En fait, toute la partie science de l'humain qu'il a traitée, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fera vraiment la différence entre un bon et un mauvais Scrum Master. Ou un moins bon, on va dire, pour être sympa. Aujourd'hui, vous avez une concurrence sur les Scrum Masters. Vous allez sur Malte. J'y suis allé tout à l'heure juste par curiosité. Un Scrum Master, les prix vont littéralement passer du simple au triple. Réellement. Posez-vous la question alors, en partant du principe que les gens sont sincères sur leurs compétences, etc., mais posez-vous juste la question, c'est quoi la différence entre un Scrum Master qui vaut 1 et un Scrum Master qui vaut 3 ?
parce que vous le faites dans votre quotidien. Je pense qu'entre un téléphone qui vaut 30 € et un téléphone qui vaut 200 €, a priori, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Pour un Scrum, c'est pareil. Et normalement, si vous prenez un Scrum qui vaut 3, assurez-vous que ce côté science de l'humain, il l'est. C'est-à-dire, est-ce que c'est un facilitateur? Alors coach, j'aime pas ce terme parce que normalement, un coach, c'est un diplôme d'État, donc il y a très peu de coachs agiles, si on est précis. Et c'est surtout, est-ce qu'il a une capacité à interpréter le non-verbal? Comment ça se transcrit dans la vraie vie? C'est typiquement, vous êtes au cours d'une réunion, par exemple planning poker. Vous pouvez écouter le premier épisode de cette saison 2. C'est si le Scrum, il voit qu'il y a un dev qui se gratte la tête, qui fronce un peu les sourcils, qui se met un peu en retrait, qui ne parle pas de la séance, ça, il doit déjà être en capacité de le voir, mais de l'interpréter et d'agir en fonction de la personnalité de ce dev. Si vous savez que c'est quelqu'un de très timide, etc., vous allez plutôt le traiter post-réunion, ou alors vous allez reposer la question, est-ce que vous avez compris, mais vous allez vous adresser au groupe et non pas à lui. En revanche, si vous savez qu'il a une personnalité où il n'y a pas de souci, vous pouvez un peu le taquiner, etc., vous devez le traiter en séance. Typiquement, un bon Scrum Master qui a une bonne science de l'humain, il saura le faire. Les autres, en fait, ils vont juste dérouler la cérémonie, ils vont très bien le faire avec toute la technicité qu'il faut, mais ce pan essentiel qui est l'humain ne sera pas à traiter. Donc c'était peut-être un long takeaway, mais je trouvais ça essentiel. Non, c'est super important. Et juste pour compléter, pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir que l'approche Command and Control fonctionne très bien dans une vue hiérarchique et surtout quand on a des gens dans les équipes qui n'ont pas besoin de cette autonomie, qui ont besoin d'être contrôlés. Aujourd'hui, encore une fois, quand on veut être innovant, disruptif, il faut savoir avoir confiance en ses équipes et surtout savoir débloquer leur potentiel. Et pour ça, il faut des gens qui aient des compétences de facilitateur, on va dire, sur des soft skills et sur tout ce que tu viens de dire, hein, animation d'équipe, faire confiance, etc., plutôt que des gens très techniques, parce que voilà, c'est exactement ce qu'on demande aujourd'hui à un Scrum Master. Donc non, c'était peut-être long, mais je pense que c'était important, Anthony. Et du coup, ça me fait penser aussi à un coup de bambou. Le coup de bambou, en fait, la chose à éviter, c'est de vouloir transformer tous vos chefs de projet en Scrum Master. Parce que dans le volume, enfin dans la masse, ça pourra pas marcher. Parce que comme vous l'avez vu, autant sur les tâches, vous pouvez vous y retrouver, mais sur les soft skills, ils sont radicalement différents. Donc, vous aurez toujours des membres de vos équipes qui peut-être se forcer à être chef de projet, ils vont être super contents d'être Scrum parce que finalement, ça va être une vraie libération pour eux. Pas parce que c'est mieux, mais parce que ça correspond à leur nature. Mais il y en a aussi qui sont chefs de projet par nature, et eux, vous allez leur faire passer des certifs, pas de souci, ils les auront. Alors je vais pas parler des organismes qui certifient parce que je pense qu'on va nous demander d'enlever de la diffusion de ce podcast, mais grosso modo, oui, ils auront leur certif, niveau 1, peut-être niveau 2, certainement pas niveau 3. Mais au-delà de ça, ils seront pas épanouis non plus. Si vous avez quelqu'un qui est par nature et fait pour du waterfall, si vous le mettez en tant que Scrum, en fait, vous allez le mettre finalement, in fine, dans une détresse. Et c'est pas bien non plus. Et encore une fois, dans votre entreprise, ayez aussi conscience qu'il y a des zones, des périmètres dans lesquels vous allez faire de l'agile, et d'ailleurs, il faudra faire de l'agile dans ces périmètres, mais d'autres où il faut garder le V. Vous aurez toujours des sujets on en parlait sur l'épisode introductif le mois dernier, vous aurez toujours des projets de migration, de refonte, du réglementaire, surtout en France, en Europe, je pense que le réglementaire, on n'en manquera pas. Donc vous aurez toujours des contextes dans lesquels vous allez faire évoluer de manière bien pour la personne, humainement, dans son épanouissement. Donc ne forcez pas les gens à faire le switch de l'un vers l'autre. Soyez plutôt en capacité d'analyser là où ils vont être à l'aise et là où ils vont être bons, ils vont aider votre organisation et les membres des équipes. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Yes. Eh bien, merci à tous les pandas.
Je pense qu'on reviendra le mois prochain avec un épisode où on va essayer de comparer la maîtrise d'ouvrage et peut-être un bout de maîtrise d'œuvre avec le rôle de product owner. Merci tout le monde. Merci, bonne semaine à tous les pandas. À bientôt.